Hey, salut Pichoun, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors, petite vidéo comme je vais en faire de plus en plus souvent, des vidéos où je commente des articles, parce que comme vous le savez, j'aime bien me documenter et lire beaucoup de sources pour pouvoir faire, pourquoi pas, des vidéos. Et j'ai décidé de temps en temps de faire des vidéos où je commente des articles que je trouve assez intéressants. Alors ils peuvent être un peu génériques, considérés comme un peu génériques, etc. Vous voyez là par exemple, je l'ai trouvé sur Santé Facile Magazine, pas obligatoirement très lié à la parentalité ou on va dire focus sur la parentalité, mais le sujet en tout cas m'a intéressé. Et bien évidemment, comme d'habitude, moi je vais vous donner, on va expliquer un petit peu ce qu'il donne dans l'article et moi je vous donnerai un petit peu mon avis et bien sûr je vais étoffer dans certains cas. Et pour ceux qui restent jusqu'à la fin de la vidéo, je donnerai comme d'habitude des petits bonus. Donc n'hésitez pas à mettre des likes, enfin des pouces bleus, hein, des likes sur cette vidéo, ce qui me permet de montrer votre intérêt à la vidéo, vous abonner, ça je vous le demande plus, ça me permettra de voir un petit peu aussi les sujets qui vous intéressent, sur lesquels vous voulez que je détaille un peu plus, etc., etc., notamment en mettant des commentaires et ou en vous abonnant à mon canal Telegram, les Gars Community, qui vous permet de discuter avec moi et bien évidemment de manière un peu plus directe et d'être au fait, on va dire, des sujets du quotidien ou des choses du quotidien que je peux croiser et que je partage sur ce canal. La promo est finie, donc on attaque. Aujourd'hui, on va parler des 10 choses les plus importantes que les parents peuvent faire. Alors, comme on voit ces articles, on en lit pas mal, mais je les trouvais intéressants, surtout sur le fait de, on va dire, focuser sur quelque chose de mesurable, donc 10 choses sur cet article, sur l'importance de la parentalité et surtout parce qu'il aborde pas mal de choses que je suis assez aligné avec, c'est-à-dire, et on va les détailler plus tard, et que je trouve méga importantes quand on est papa et parent au sens large du terme, en tout cas, comme je le dis à chaque fois, des parents investis et des gens qui ont envie de transmettre des choses à nos enfants pour les rendre de plus en plus autonomes et pour les accompagner pour qu'ils réussissent au mieux leur épanouissement durant toute leur vie. D'accord? Parce que, bien évidemment, hein, je ne vous le rappelle pas, être papa, c'est la mission d'une vie, bien évidemment. Hein. Donc on attaque. La première chose, c'est respecter vos enfants. J'ai fait des vidéos là-dessus, sur le respect, savoir se respecter, etc. Je vous laisserai aller voir sur ma chaîne ou dans mon podcast, hein, si vous n'aimez pas ma tronche. Je fais les épisodes aussi sur mon podcast Spotify. Vous trouverez tout ça dans la description. Donc respectez vos enfants, ben, c'est la base, hein, j'ai envie de vous dire. Si vous voulez qu'ils vous respectent, respectez-les. Alors, comme c'est marqué là, et on grandit en se faisant crier dessus, gifler, battre ou réprimander. Alors moi je voudrais un peu tempérer ça parce que je viens d'une génération des années 80. Il y avait une société qui était différente, le monde du travail était différent, on va dire l'éducation qu'a eu nos parents a été différente, hein, mais évidemment, tout ce qui est après-guerre, etc., ils ont peut-être eu une éducation, voire sûrement eu une éducation plus dure que la nôtre parce qu'ils ont été privés de beaucoup de choses. La société a évolué, nos parents aussi, bien évidemment, les changements se font d'une génération à l'autre et notre objectif, ce que j'essaye de prôner en tout cas à travers cette chaîne, c'est de savoir casser les mauvaises habitudes ou les choses que nos parents en tant qu'enfants nous avons pas trop aimé pour pas répliquer les mêmes erreurs avec nos enfants, bien évidemment. Donc, pour en revenir à ça, ils ont connu, en tout cas nos grands-parents ont connu la privation, ils ont éduqué d'une certaine manière nos parents et nos parents ont pu répliquer des choses qui, nous, avec nos références et notre expérience de vie et la société qui aura bien évidemment, et le monde du travail qui a bien évidemment changé, considérons plus à jour, plus adapté et bien évidemment qu'on veut changer vis-à-vis de nos enfants. Le respect, par contre, ça ne change pas d'une génération à une autre. Enfin, désolé, je suis de l'ancienne école là-dessus. Je ne conçois pas un enfant qui manque de respect à ses parents et vice-versa. Le manque de respect peut avoir
on va dire, moyens. Il peut avoir plusieurs moyens de manquer de respect à quelqu'un, hein. Vous pouvez le voir au travail, mal lui parler, l'ignorer, voyez, enfin de ne pas communiquer avec lui, l'isoler. Il y a plusieurs moyens. En tout cas, vis-à-vis de vos enfants, le but du jeu, c'est vrai qu'on est dans une génération de discussion, d'éducation bienveillante, comme on dit, ça fait partie de ça. C'est-à-dire qu'on discute avec notre enfant comme un être à part entière. Bien évidemment, comme je le dis à chaque fois, adapté à son âge. On ne va pas faire une discussion complexe avec un enfant de 3 ans. On s'adapte à son âge, mais au fur et à mesure qu'ils grandissent, il faut savoir parler. De toute façon, dès leur naissance, il faut parler à nos enfants comme un être à part entière. Pour déjà aussi éviter un peu l'aspect de fusion avec notre enfant et de devenir des parents, par exemple, trop sur leur dos ou en hyper contrôle, d'accord? Donc le but du jeu, là vraiment, de respecter quand ils disent respecter les enfants et que moi j'interprète comme ça, c'est de ne pas transmettre ce qu'on a connu et qu'on voudrait et casser cette chaîne de réplication pour ne pas le reproduire vis-à-vis de nos enfants. Voilà, j'ai pas besoin d'épiloguer, vous avez chacun vos références et vos introspections et votre enfance qui vous revient au moment où je vous dis ça, donc vous êtes suffisamment grand pour comprendre les choses que vous ne voulez pas reproduire et surtout les choses que vous voulez transmettre, les valeurs qui sont vos priorités que vous voulez transmettre et que vous considérez importantes. Voilà, parce que la société, comme je vous le dis, a changé, le monde du travail a changé, donc il y a des choses qui ont changé, des valeurs qui ont changé, même si l'apprentissage, le respect, ça prend déjà par la communication qu'on a avec notre enfant. Et donc, ils disent de ne pas gronder et frapper nos enfants. Bon, frapper nos enfants, c'est une évidence. Gronder, c'est pas non plus la mort. Je veux dire, moi, quand je faisais des bêtises, je me faisais engueuler. C'est pas pour ça que j'en suis mort, d'accord? Ça permet de rappeler le cadre, mais toujours le faire dans le respect. Voilà, pas dans je pourrais dire, le dominant-dominé, pas dans le fait d'humilier d'une certaine manière l'enfant, d'accord? Il faut être plus patient. Il faut apprendre la patience, mais de toute façon, vous allez l'apprendre, la patience avec vos enfants, vous en faites pas, parce qu'il faut être à leur rythme quand même, s'adapter à leur rythme, mais il faut les traiter comme un être humain à part entière. Voilà, ça c'était la première chose. Deuxième chose, soyez cohérents. Ça, je vous l'ai répété dans pas mal de vidéos. Un comportement cohérent veut dire, par exemple, quand vous prenez un cadre, des limites et des règles, soyez cohérent avec ce cadre-là. Si vous donnez, par exemple, je crois que c'est l'expression qui dit faites ce que je dis, faites ce que je dis ou quelque chose, ne faites pas ce que je fais. Voilà, un truc comme ça. Bon, c'est tout à fait ce qu'il ne faut pas faire. Je veux dire, là, quand on dit soyez cohérent, c'est que quand vous donnez une limite, des règles à votre enfant, vous ne les transgressez pas déjà vous-même. Sinon votre enfant il va pas comprendre. Voilà, il faut adapter conséquences et actions cohérentes avec le cadre qu'on a défini et donc aussi l'adapter aussi pour nous, pour montrer à notre enfant que ça marche et que surtout de montrer le modèle de comportement qu'on veut lui transmettre, lui apprendre, d'accord? Et voilà, comme ils disent, pour éviter anxiété, confusion de son enfant, incompréhension notamment, d'accord? Quand on établit, ça aussi c'est un petit rappel que j'ai fait dans d'autres vidéos, quand on établit des limites et des règles claires avec l'enfant, il faut aussi jauger et savoir comprendre les attentes de notre enfant. Alors à certains âges, c'est compliqué, mais au fur et à mesure qu'ils grandissent, on peut discuter et se mettre au clair sur les règles avec nos enfants, d'accord? Avec leur approbation, c'est toujours plus simple, d'accord? Troisième chose, prenez du temps pour vos enfants. Bon, ça, pareil, je l'ai souvent répété. Consacrer du temps et du temps de qualité, ça commence déjà par les écouter et communiquer avec eux. Il faut écouter leurs préoccupations. Il faut développer cette empathie et écouter leurs préoccupations pour répondre à leurs questions possibles aussi. Et prendre du temps de qualité avec votre enfant va permettre de créer des jolis souvenirs qui vont se rappeler
et qui vont leur montrer leur importance dans nos vies et surtout montrer notre, comment dire, notre soutien, ouais, comme il marque, c'est très bien, c'est le bon mot, notre soutien vis-à-vis d'eux et le fait qu'on les accompagnera et qu'on sera toujours présent à leur côté. Voilà, donc prenez du temps avec vos enfants, du temps de qualité, écoutez, communiquez avec eux. 4. Créer des routines. Ça aussi, j'en ai fait une vidéo. Les rituels, les routines, tous ces mots-là, c'est très bien pour les enfants, notamment en bas âge. Pourquoi? Parce que ça permet de construire un environnement serein et de sécurité. L'enfant, à force de faire une routine, par exemple le rituel du soir, avec des étapes qui sont toujours les mêmes, ça va lui inculquer cette routine et il va se sentir en sécurité parce qu'il sait qu'après après manger, on se brosse les dents, après on se brosse les dents, on se met en pyjama, après le pyjama, il y a par exemple la petite histoire et après on dort, vous voyez, et déjà ça, notamment pour la peur de la nuit ou la peur de s'endormir, les différentes peurs qui peuvent développer liées à l'endormissement, le fait de faire un rituel peut les aider à les emmener à s'endormir plus facilement. Les rituels, les routines, ça marche pas mal et ça marche plutôt bien. Ça confirme un peu la cohérence que je parlais un peu plus haut. Ça permet encore de confirmer ça. Et moi, je l'applique beaucoup pour le rituel du soir, par exemple. Il y a des routines qui peuvent arriver de temps en temps. Le parc de jeux, par exemple, les choses comme ça. Bon, bref, les routines, les rituels sont une bonne chose, surtout en bas âge, pour inculquer un environnement de sécurité et rendre plus serein le quotidien, que ce soit de votre enfant ou de vous. Hein, d'accord ? Ah oui, la dernière phrase, je l'aime bien. Lorsque l'imprévu survient, les choses ne lui paraîtront pas si chaotiques. Ça, alors, c'est aussi une initiation avec des rituels et des routines. Ça permet à l'enfant d'appréhender son quotidien et le temps. Et c'est une initiation aussi pour gérer l'imprévu. Voilà, parce que l'imprévu, c'est un moment chaotique, c'est quelque chose qu'on n'a pas prévu. Comment dire, ça va lui permettre, avec votre aide bien évidemment, d'apprendre mieux en mieux à gérer ces imprévus. D'accord ? Apprenez à dire je suis désolé. Alors ça, il y en a deux là de choses dans cet article. Ce rapport, c'est important, mais à la fois, moi j'ai mon explication, enfin ma compréhension et ce que je prône, disons. Apprenez à dire je suis désolé, bien évidemment, ça revient au respect avant. Quand on fait une erreur, on doit dire désolé à son enfant. Pourquoi? Parce que déjà ça lui montre, ça relie un peu tout ce que j'ai dit avant, hein, ça lui montre le comportement, la cohérence, le respect, ça lui apprend aussi tout ça, ça lui montre qu'on peut faire des erreurs et qu'il faut s'excuser quand on fait une erreur, il faut savoir le reconnaître. Et aussi, ce que j'aime bien, ça permet, comme ils le disent là, d'assumer la responsabilité d'une erreur, c'est-à-dire ne pas avoir peur de faire des erreurs ou de cacher les choses plus tard quand on fait des erreurs. Il faut savoir assumer la responsabilité, ça va leur permettre de prendre aussi confiance en eux et de devenir, notamment dans le monde du travail, avoir une personnalité, un tempérament qui va permettre de s'assumer et d'assumer un peu aussi les contraintes et les difficultés liées au monde professionnel, par exemple. D'accord ? Donc, c'est vraiment ça que j'en retiens. C'est apprendre à dire je suis désolé, c'est aussi le début d'initiation à reconnaître nos erreurs et à assumer ses responsabilités. Et ça apprend tous ces comportements à l'enfant. Voilà. Utiliser des conséquences naturelles. Alors ça, j'en ai fait une petite vidéo. Ça peut faire parler, ça fait parler souvent, parce qu'il y a le pour, le contre. Moi, je suis plutôt pour. Alors la première, c'est ça, par exemple, la phrase qui est au départ. Les conséquences naturelles sont très simples. Si votre enfant refuse de mettre son manteau, laissez-le prendre froid. Voilà, psychologue. Alors ça fait parler. Hein. Pareil, moi j'avais fait une vidéo où je vous parlais de ranger sa chambre et s'il ne le faisait pas, on le laissait comme ça. Et à un moment donné, s'il perdait un jouet ou s'il marchait sur un jouet et qui se fait mal, de manière gentille et bien évidemment au pied par exemple, on peut lui dire, voilà, il fallait que tu ranges ta chambre, ça t'aurait évité tout ça. Voilà. Bien évidemment, ça,
Ça permet de modeler son comportement comme il marque au fil du temps et ça permet de lui montrer action, conséquence. Voilà, c'est les choses qu'on ne fait pas, ça arrive et il peut avoir des conséquences. Bien évidemment, on n'est pas des imbéciles. Ça prend du temps, ça demande un peu plus d'énergie de notre part, de la patience aussi parce que des fois on a envie de les aider, ça nous titille mais il faut se retenir. Mais aussi on le fait avec un recul de précaution et de sécurité. D'accord? Par exemple, dans une de mes vidéos, je vous parlais le parc de jeux. Notre enfant joue, tombe par terre, mais il est au milieu, il est en train de jouer avec ses copains et tout, avant de courir. Si c'est pas une grosse chute, bien évidemment, d'accord, toujours précaution, sécurité, mais si c'est pas une grosse chute qui tombe en courant, etc., et que ses collègues lui permettent de se relever et qu'il recommence à jouer, bah c'est bien, il aura appris la conséquence naturelle, il fera attention la prochaine fois qu'il monte sur le jeu ou s'il court à cet endroit, d'accord? Il faut essayer d'être plus fort que soi et de s'éviter d'aller courir tout de suite pour dire qu'est-ce qui se passe, machin, parce qu'on peut surenchérir et amener de la peur et exacerber un peu cette peur que l'enfant s'est faite, par exemple, en tombant. Voilà. Donc c'est difficile, ça fait parler. Moi, je suis assez pour. Bien évidemment, on n'est pas, comme je dis, des imbéciles et on garde en visuel la sécurité et la précaution de notre enfant, bien évidemment. Donc, on essaie d'appliquer ça sur des choses qui ne le mettent pas en danger. Le septième, rester flexible. Alors ça, bien évidemment, rester flexible tout simplement parce que avec l'âge déjà, les attentes ne sont pas les mêmes, les questions ne sont pas les mêmes, les problèmes ne sont pas les mêmes. Hein, les anciens disaient petit enfant, petit problème, grand enfant, grand problème. Pourquoi pas, ça marche aussi. Au fur et à mesure, en fait, comme ils marquent là, ils vont grandir. Et il faut savoir répondre à leurs problématiques et les accompagner. C'est toujours de l'accompagnement qu'on est là-dedans, d'accord? Donc il faut rester ouvert, il faut aussi pouvoir changer et s'adapter. Pour faire ça, je vous en parlerai un petit peu plus, mais j'en parle déjà dans certaines vidéos, il faut faire l'effort d'apprendre des choses, de continuer à apprendre des choses pour pouvoir les accompagner au mieux et à minima entamer des discussions avec eux pour les aider, d'accord? Parce qu'il n'y a rien de pire, par exemple, qu'un enfant qui vous pose une question, etc. Vous n'avez pas la réponse, vous ne faites pas d'effort pour en avoir. Et c'est un petit peu du rejet, quoi. Et l'enfant va plus, au fur et à mesure, va plus venir vous poser des questions. Et après, un jour, vous poserez la question, mais pourquoi mon enfant ne discute plus avec moi? Voilà, bon, ça c'est conséquence fataliste que je viens de faire. C'est un raccourci très rapide, mais ça en fait un petit peu partie. Féliciter l'enfant pour ses efforts, ça revient un peu à je suis désolé avant, et ça je vais encore appuyer parce que là-dessus, pour moi, il faut tempérer. Bon là, il parle d'une manière de faire, dans la vraie vie c'est plutôt compliqué, à chaque fois de trouver les bons mots, etc. Hein, dans ces articles, tous ces trucs où on nous donne des exemples, c'est bien, mais c'est compliqué des fois sur l'instant T. En tout cas, il est bon de féliciter son enfant pour ses efforts. Pour qu'ils soient enclins à relever des défis, comme ils disent, au travail, ou de mettre de l'effort dans une tâche ou dans quelque chose qu'il fait. D'accord? Après, comme c'est là où vient ma balance, il ne faut pas le féliciter tous les 30 secondes, sinon votre message perd sa signification, sa banalité. C'est un peu comme... je vais en donner un autre, je pense que celui-là, je vais me prendre beaucoup de commentaires. Quand on dit, par exemple, je vais grossir exprès, quand on dit je t'aime tous les 30 secondes à notre enfant, l'expression je t'aime perd complètement sa signification et sa valeur, dans le sens où, comme vous le dites tous les 30 secondes, l'enfant n'en tiendra plus compte après. Alors que si vous dites je t'aime dans les bons moments, parcimonie et pas tous les 30 secondes, la valeur n'est pas la même du message. Là, c'est pareil, quand vous pouvez féliciter votre enfant, mais si vous le félicitez à chaque fois qu'il fait quelque chose, ce message va ne plus avoir la même signification que si vous le félicitez à bon escient. Voilà. Neuvième conseil qui dit, alors je pense que le rédacteur était à peu près de mon âge, dîner ensemble, ça se fait toujours, mais c'est méga important, je trouve. Pourquoi? Parce que, comme il marque là, c'est le moment où on se retrouve après une journée. On est tous partis, eux ils sont à l'école, nous on est au travail, et on se retrouve le soir. C'est le moment où on peut discuter ensemble,
c'est le moment où on explique, enfin on raconte notre journée à tout le monde, on discute de tout et de rien. C'est, comme ils le disent, et c'est la première, on va dire, les premières relations sociales que votre enfant a, et c'est les premiers liens qu'il développe avec vous. Et à travers le repas, ou les repas, c'est plutôt intéressant dans ce sens-là. C'est-à-dire que ça va permettre à votre enfant de s'extérioriser, de discuter, de parler de sa journée et d'avoir des échanges avec vous. On relie un peu avec ce que je disais avant, de passer des temps de qualité avec votre enfant, c'en est un, de l'écouter, de discuter avec lui, de répondre à ses questions, pourquoi pas. Et aussi, comme il le marque, et ça c'est vrai que je ne l'avais pas vu du premier coup, mais ça permet aussi de favoriser une relation avec la nourriture. Pourquoi? Parce que qui dit bon moment, enfin si l'enfant va relier le bon moment passé à manger et à discuter avec vous, avec la nourriture. Voilà, bon moment, nourriture, donc il va aimer manger et il va associer ça avec un moment, on va dire, un moment joyeux. Voilà, je cherchais le mot. Donc c'est souvent comme ça, par association, ça peut, il y a dans d'autres domaines, on peut emmener l'enfant à aimer des choses en faisant une association avec quelque chose de joyeux, de sympa à faire. Voilà. Le jeu souvent est associé pour les enfants, par exemple, on dit souvent d'associer ça à une sorte de jeu qui leur permet d'apprendre des choses parce qu'ils font une association avec le jeu. La dernière chose qu'ils indiquent dans l'article, c'est préserver votre santé mentale. Ça, j'en ai parlé aussi pas mal dans certaines de mes vidéos. Rappelez-vous que c'est un marathon et pas c'est pas un sprint. Hein. Ça va durer toute votre vie, donc le but c'est de durer. Donc il faut savoir accompagner votre enfant tout en vous préservant pour pas qu'il vous pompe toute votre énergie, parce que sinon à un moment donné déjà votre corps peut-être va vous le signaler et vous mentalement, vous n'allez pas arriver à suivre et surtout à durer dans le temps. Il est obligé de savoir se préserver. Alors il y a différents moyens, comme vous pouvez le voir dans certaines de mes vidéos, hein, faire du sport, maintenant il y a la méditation, il y a beaucoup de yoga, il y a beaucoup de choses. Le but du jeu, c'est de diminuer un peu notre stress et notre frustration, de faire l'effort de laisser un petit peu le travail, on va dire, au boulot, même si je sais que c'est très compliqué. Mais le but du jeu, c'est de faire des choses qui nous permettent d'avoir nos moments de plaisir et de préserver donc notre santé mentale, notre santé tout court, j'ai envie de vous dire, pour pouvoir durer et accompagner au mieux notre enfant tout au long de sa vie et de notre vie, bien évidemment. Les petits bonus pour ceux, on est arrivé à la fin de l'article, mais moi j'ai des petits bonus à vous donner en plus pour ceux qui sont restés avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Donc le premier que j'ai relevé à d'autres endroits, c'est fournir un environnement sûr. Ça revient un petit peu à une des choses que je parlais plus tôt. Assurez-vous que la maison est sécurisée et que les enfants se sentent en sécurité. Alors déjà pour vous, ça vous permettra d'appréhender mieux par exemple la vie à la maison. Si vous savez que votre maison est sécurisée, je donne des exemples en l'air, mais par exemple si vous savez que votre maison, vous l'avez protégée, vous avez protégé les coins des tables, vous avez protégé les prises électriques, vous pouvez laisser gambader et laisser jouer votre enfant à son esprit en suivant son esprit créatif et imaginatif, et son imagination, pardon, pour développer ses mondes imaginaires sans avoir peur qu'il se fasse mal ou qu'il prenne ou qu'il aille mettre les doigts dans les prises. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le but du jeu, c'est faites un environnement qui vous aussi va vous permettre de ne pas passer une énergie ou de ne pas être constamment derrière votre enfant à le surveiller et qui puisse circuler et s'amuser dans la maison sans que vous soyez tous les 30 secondes derrière lui, d'accord? Ou que vous ayez toujours peur qu'il se fasse quelque chose parce que vous n'avez pas mis en sécurité des parties de votre maison, d'accord? Le deuxième, encourager l'apprentissage. Alors ça, c'est le maître mot actuellement de la méthode Montessori et de toutes les autres méthodes. Malgré tout, j'ai fait une vidéo là-dessus. Tout ne doit pas être éducatif, sinon
bah, comme je disais un peu plus tôt, le message perd sa valeur et surtout vous allez épuiser votre enfant, il ne va pas en avoir envie. Le but du jeu, c'est de trouver le bon compromis, le bon équilibre pour stimuler sa curiosité, c'est surtout ça. L'activité que moi, par exemple, étant enfant, je n'ai pas assez développée, que je regrette un petit peu, c'est la lecture. La lecture, elle emmène beaucoup de choses, elle emmène l'imagination, elle emmène l'écriture, elle emmène la bonne expression, elle emmène beaucoup de choses. L'exploration même à travers les histoires qu'ils peuvent lire et c'est je trouve une activité en plus à l'ère des écrans actuellement, c'est une activité qui est à la fois passive-active. Être derrière un écran, l'enfant, quand il est derrière un enfant, même nous, quand on regarde quelque chose, on est passif. Là, vous regardez ma vidéo, vous êtes passif, à part si vous êtes super concentré sur mes lèvres. Bravo et merci de votre intérêt. Mais normalement, l'enfant est assez passif, même quand il joue, il est complètement passif. Ça lui fait pas beaucoup travailler. Alors, bien évidemment, il lui faut ces moments de détente. Ça peut être des moments. On essaie de ne pas en faire à travers ça, mais les moments d'écran, les tablettes, regarder des dessins animés, ça peut être des moments de détente aussi. Mais l'objectif, quand même, c'est qu'à un moment donné, quand ils apprennent à lire, ils commencent à lire, c'est de les mettre assez rapidement dans les livres. J'avais vu une psychologue lors d'une interview qui donnait une technique assez sympa là-dessus, c'est que si vous voulez l'emmener à lire, votre enfant, il faut en mettre de partout. Donc vous mettez des livres dans les toilettes, dans sa chambre, tous les endroits où ils ont tendance à rester, à passer devant, mettre des livres pour eux, pour qu'ils puissent les lire. Bon, ça, pourquoi pas. Je teste aussi, on en parlera un peu plus tard entre nous si vous voulez, mettez-moi des commentaires si vous l'avez déjà fait, si ça marche. Mais l'apprentissage, voilà, il faut surtout développer, stimuler leur curiosité. Donc la lecture, c'est un bon moyen. L'exploration, c'est surtout à travers les sorties. Je sais, des fois on n'a pas envie, mais il faut faire l'effort de sortir, de les emmener au parc. Pourquoi? Parce que ça fait explorer des nouveaux endroits, par exemple quand on fait un pique-nique ou on va dans un bois, mais les parcs de jeux, etc., ça les sociabilise, ça développe des liens avec des gens inconnus, ça permet de leur apprendre le comportement de contrôle, défense, etc., vis-à-vis des inconnus, ça permet de leur faire découvrir tout simplement la nature, etc., et comment on s'imbrique dans cet environnement. Ça leur apprend beaucoup de choses et ça stimule leur curiosité aussi. Pour ça que des fois, on peut avoir par exemple la période des feuilles, la période des fruits. Enfin voilà, l'école donne une couche, mais le fait de sortir avec eux arrive à confirmer tout ça et à stimuler toujours cette curiosité. L'apprentissage continu, soit l'enfant le fait à peu près naturellement, faut pas hésiter quand il vieillit à être dans cet état d'esprit aussi pour l'aider là-dedans et l'accompagner pour continuer à le stimuler. Nous, c'est pareil en fait. La plus grande erreur et le truc que je vois moi depuis que je suis papa, c'est qu'en fait, en vieillissant avec le travail, la fatigue, le couple, l'argent, toutes nos problématiques de vieux, on perd petit à petit cette capacité, cette envie de vouloir apprendre. C'est une grosse erreur. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai déjà prôné dans pas mal de vidéos, l'apprentissage continu a plein de bienfaits, que ce soit pour nous, hein, ça nous gratifie des fois d'apprendre de nouvelles choses, ça nous permet d'évoluer, de changer, de s'adapter au monde qui change très rapidement en plus, et donc in fine de toujours pouvoir, au mieux, en tout cas, avec nos moyens, d'accompagner au mieux nos enfants. Voilà. Être un modèle de comportement, ça remonte un peu à ce que je disais sur le respect, etc. Il faut leur montrer l'exemple en fait. Ça, je vais résumer ça comme ça. Montrer l'exemple. Quand vous êtes papa, vous devez montrer un exemple. Sachant que il y a des difficultés, il ne faut pas hésiter à en parler. Mais le fait que votre enfant voit au quotidien comment vous vous comportez devant des défis, des difficultés, etc., va lui montrer un modèle, parce que vous êtes son premier modèle, pour savoir s'adapter dans certaines situations que lui rencontrera. Voilà. Favoriser l'indépendance, bon ça c'est à peu près le fil rouge de pas mal de mes vidéos. Il faut l'encourager à prendre des responsabilités. Donc comme je vous disais dans certaines vidéos par exemple, petit à petit lui donner des tâches ménagères.
des choses à faire, le faire participer en tout cas, c'est pas mal vu, hein, et ça permet de les encourager, comme je disais plus tôt aussi, etc. L'indépendance c'est primordial parce que tout simplement, le temps faisant, nous allons partir et un jour ils vivront sans nous. Donc on se doit de leur transmettre les clés de l'autonomie et de pouvoir vivre sans nous en fait. Donc pour moi c'est d'une importance capitale. Donc il faut les aider à apprendre apprendre et à prendre des responsabilités adaptées à leur âge pour qu'ils puissent les reproduire et s'en servir dans le monde professionnel, par exemple, quand ils arriveront dans le monde du travail. Soutenir leurs intérêts, ok, donc ça tout simplement encourager leur passion, leur talent, même s'ils diffèrent des vôtres. Ne pas hésiter, comme je te dis, comme je vous dis, ça c'est dans l'accompagnement. Moi par exemple, je ne suis pas artiste dans l'âme, mais si ma fille un jour se voit un intérêt pour la peinture, etc., j'achèterai ce qu'il faut pour qu'elle continue à peindre. On ira voir des musées, pourquoi pas du style d'artiste qu'elle aimera, etc., etc. C'est de l'accompagnement, c'est du soutien et ça permet de les encourager. Parce que, à part si son intérêt, sa passion coûte cher, ça on lui apprendra, ou on la fera travailler pour qu'elle gagne de l'argent de poche pour pouvoir se payer sa passion, pourquoi pas aussi. Mais les 3/4 du temps, on peut largement les accompagner et les soutenir en fonction des intérêts qui portent aux choses. Et enfin, pratiquer la patience et la compréhension. Je l'ai mis en dernier parce que je crois que c'est un des plus compliqués à l'heure actuelle où tout va vite et on nous demande tout le temps de courir. La patience et la compréhension, bien évidemment, ça va avec le respect et ça va aussi avec les excuses d'avant. Les enfants vont faire des erreurs, ils ont besoin de sentir qu'ils ont notre soutien et qu'on va les aider à régler le problème ou à rectifier leurs erreurs, d'accord ? L'autre chose, faire preuve de patience et de compréhension, c'est à nous aussi de s'adapter à leur temps, à leur timing, à leur tempo quand on est avec eux, hein, et de ne pas leur dire par exemple ce que vous avez peut-être connu, dépêche-toi, on va être en retard, dépêche-toi, on va être en retard. Posez-vous la question de dépêche-toi, on va être en retard, posez-vous la question pourquoi on est en retard. S'il faut, on aurait anticipé 30 ou 40 minutes avant le moment où il doit s'habiller, on ne serait pas en retard. Vous voyez, donc ça se travaille, hein, ça se jauge en fonction de votre enfant et de ses capacités et de son âge. Et essayer d'être patient et de comprendre. Voilà, ça on est encore dans le soutien et l'accompagnement. Donc voilà, on arrive au bout de cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre en commentaire s'il y a des choses avec lesquelles vous êtes, des visions et des choses avec lesquelles vous êtes en ligne comme moi. En tout cas, sachez que chaque enfant, bien évidemment, comme je le répète tout le temps, est unique. Il faut adapter ses conseils en fonction de ses besoins individuels et de son âge. Il faut leur offrir de l'amour et de l'affection, bien évidemment, parce que c'est le maître mot pour que vos enfants apprennent tout ce qu'on veut leur apprendre. Et comme je vous le dis à chaque fois, ils ont besoin de se sentir aimés et soutenus aussi émotionnellement. Bien évidemment, vous êtes des parents géniaux, car je sais que vous êtes très investis puisque vous suivez entre autres ma chaîne. Et donc je sais que vous allez arriver, même si parfois il y aura des bas, hein, des épreuves difficiles. Et comme je le dis assez souvent, on devient être papa quand on le devient. On devient papa en marchant avec notre enfant à nos côtés. Je vous remercie de me suivre. N'hésitez pas à me faire des pouces bleus, à vous abonner à ma chaîne ou à me laisser des commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Allez, ciao ciao!